Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Je m'amuse comme un petit fou depuis une grosse semaine où j'ai reçu un appareil photo. L'un de vous m'a transmis son appareil photo qu'il n'utilisait pas. Merci infiniment à cet ami parce que bah voilà, ça m'amuse de capter le paysage, de capter l'essence de mon bout de pays. Donc, c'est vraiment une grande joie. L'autre raison de ma jubilation, bah, je vous l'ai dit la semaine passée, c'est l'élection de Trump. Pas parce que j'en suis un fan absolu, j'ai un avis nuancé, ce qui est déjà beaucoup trop pour pas mal de gens. Enfin, j'ai un avis nuancé pour Trump quand même. Il faut avoir le courage de la nuance dans la vie. Mais je jubile surtout de voir l'armée du bien en pleine déroute face au retour de la bête immonde, etc., etc. Et donc ça m'amuse beaucoup. D'un autre côté, ça me désespère. Revenir sur mes notes, parce que c'est la deuxième fois que je tourne ma vidéo. Ça me désespère aussi parce qu'on aurait pu imaginer que la claque, que le cataclysme aurait poussé une certaine gauche, un certain camp progressiste à se remettre en question. On voit que c'est tout l'inverse. Dans nos médias, on continue à inviter des experts, des gens très bien, des gens doctes, des gens qui se tiennent bien, et pas des prolos du Midwest, pour nous expliquer à quel point le peuple américain est stupide, a fait un choix irrationnel. L'Amérique, c'est un pays pauvre, c'est un pays surtout où le niveau éducatif et culturel est vraiment en pleine faillite. Et donc bah voilà, c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement la remise en question, elle est pas pour demain, et ça me fait penser à, je vous la cite en passant, à une scolie, un aphorisme si vous voulez, d'un auteur qui revient souvent dans mes vidéos, c'est Nicolas Gomez Davila, là c'est dans le Réactionnaire authentique, scolie numéro 215, où Davila écrit « Rien ne guérit le progressiste, pas même les fréquentes paniques que lui flanque le progrès ». Lisez ça, lisez le Réactionnaire authentique, c'est délicieux, c'est plein d'esprit, c'est drôle, c'est des petites phrases, c'est des petits aphorismes comme ça. Vous prenez un petit whisky le soir, une petite absinthe, vous vous mettez bien et vous lisez Davila. Je vous promets que vous allez passer un bon moment. Mais aujourd'hui, c'est d'un autre auteur dont je veux parler, d'Orwell. Alors attendez, j'en ai une petite partie de ma collection d'Orwell. Orwell, voilà, là c'est l'édition de La Pléiade. Orwell qui a la particularité d'être un auteur parfaitement socialiste. Et j'ai relu hier soir Le Quai de Vigan, qui est un livre dont il a achevé la rédaction en 36, si je me souviens bien, mais qui a été publié en 37 pendant que Orwell faisait la guerre d'Espagne. Donc Orwell a mis sa peau au bout de ses idées, c'est pas juste un théoricien, c'est quelqu'un qui a vécu ce dont il parlait, et je trouve que eh bien dans l'analyse qu'on va faire, ça se ressent. On sent que il sent le peuple. D'ailleurs le vocabulaire de l'odorat revient souvent dans sa littérature. C'est assez intéressant. Donc on va parler d'Orwell dans Le Quai de Vigan, puisque dans ce livre que là j'ai dans l'édition Ivrea. J'ai souvent une édition dans laquelle je prends mes notes. Vous voyez là c'est stabilo bossé, et une autre que je lis un peu plus au calme, disons. Mais pour l'étude, pour travailler dans le bouquin, c'est avec celle-ci que j'ai bossé hier. Donc c'est un livre que je crois toute la gauche doit lire pour comprendre pourquoi elle a perdu le contact avec la réalité, et pourquoi le fossé qu'il y a parfois entre elle et les classes populaires ne fait que malheureusement s'agrandir, comme on l'a vu la semaine dernière. Je pense que le retour de bâton patriarcal et masculiniste est aussi une source de préoccupation sérieuse. Et donc, avec l'aide de ce bouquin, Le Quai de Vigan, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, je dois faire mon autopromo avant toute chose pour vous dire que j'ai besoin de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, comme d'habitude. Pour pas me faire engueuler par ma femme à la maison, qui va me dire mais pourquoi t'as fait une vidéo, pourquoi t'as consacré plusieurs heures à faire tes vidéos au lieu de chercher les mandats de communication qui me font vivre, comme vous savez, moi je vis en écrivant des communiqués, en relisant des textes, en expliquant aux gens, mais tu vois tu devrais formuler ça, comme ça, etc., etc. Donc c'est mon gagne-pain. Et puis effectivement, si cette communauté continue à grandir, ça me donne du poids, ça permet que certains médias puissent se dire bon mais il représente quand même quelque chose, ce bonhomme, va bien falloir qu'on lui donne la parole parce qu'il représente une sensibilité qui est présente dans la société. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Vous avez toujours les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire un don direct, et puis vous pouvez aussi vous abonner à mon journal, qui est un journal d'opinion et de réflexion qui est basé en Suisse, mais qui veut avoir une portée civilisationnelle, n'ayons pas peur des mots. Voilà, je crois que j'ai fini le moment autopromo que j'aime pas.
Alors pourquoi le quai de Vigan? Comment un livre qui est sorti en 37 peut nous renseigner sur l'époque actuelle et a fortiori sur une élection qui vient d'avoir lieu? Alors déjà, il faut voir que tout n'est pas utile dans ce but, dans ce bouquin. C'est un bouquin qui est écrit en deux parties. Voilà, là c'est le début de la deuxième partie. On a une première partie qui est documentaire, où Orwell se rend dans le nord de l'Angleterre, dans les régions les plus sinistrées, voir des ouvriers et surtout des chômeurs au sein de la classe ouvrière, décrire leurs conditions de vie, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sociologique, même s'il y a des éléments de propagande. Par exemple, quand il va décrire tel ou tel lieu où il dort, il va choisir, lui, sur place, le pire des lieux, ce qui n'a pas toujours été apprécié d'ailleurs des populations locales, qui qui peut-être comprenaient que le mec voulait faire dans le misérabilisme pour que on sente qu'il y avait un besoin d'égalité sur place, mais qui se disaient aussi à part ça on n'est pas non plus des dégénérés, quoi. Enfin voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie qui elle est clairement polémique et qui pose une question essentielle, à savoir pourquoi le socialisme ne progresse pas. Donc en gros, vous avez une première partie qui s'inscrit un peu dans la veine du Peuple des Abîmes, par exemple de Jack London, qui est un très très beau livre que je vous conseille aussi, et puis vous avez cette deuxième partie polémique sur laquelle on va s'arrêter. Et dans cette deuxième partie, c'est en particulier le chapitre 11 sur lequel on va s'arrêter, avec déjà ce constat que fait Orwell quand il dit: il faut regarder ce fait en face, le socialisme n'arrive pas à s'instaurer. Au lieu de progresser, la cause du socialisme recule. En ce moment, un peu partout dans le monde, les socialistes lâchent pied devant les assauts du fascisme et les événements se précipitent à une vitesse affolante. Alors pour bien comprendre le parallèle que je vais faire, il faut bien comprendre que souvent par socialisme, vous pouvez entendre progressisme aujourd'hui et par fascisme, vous pouvez remplacer des figures comme, je sais pas, Trump, Milley, Orban, etc. En gros, c'est ces hommes forts qui reprennent un peu le pouvoir dans les démocratures. Et donc, effectivement, on a ce constat que le socialisme perd du terrain partout où il devrait en gagner. Et le premier constat que fait Orwell par rapport à ça, c'est que, à l'évidence, le socialisme tel qu'on nous le présente aujourd'hui, et je crois qu'il n'a pas beaucoup changé, on verra pourquoi, comporte avec lui quelque chose qui est invinciblement déplaisant, il emploie ce terme, quelque chose qui détourne de lui ceux qui devraient s'unir pour assurer son avènement. Il y a une première observation, c'est que c'est une observation d'une sorte d'arrogance, c'est-à-dire l'idée du socialisme qui se confondrait avec le camp du progrès et qui dès lors devrait nécessairement toujours arriver au pouvoir. Orwell ironise par exemple sur ces socialistes qui lui disaient avec un sourire supérieur, déjà cette idée de la supériorité, que le socialisme allait triompher de lui-même en vertu de quelques mystérieux processus baptisés nécessité historique. Cette croyance demeure peut-être chez certains, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été sérieusement ébranlée. Et donc ça, c'est déjà une attitude qu'on voit, c'est-à-dire que on a ce choc, mais pourtant on a des présupposés qui demeurent, à savoir que, tôt ou tard, le progrès fait que ce sont ces gens qui dirigeront, et plus c'est débile que le peuple est élit parce qu'il est peu éduqué, peu lettré, ravagé par une éducation publique défaillante, etc., etc. Les écrivains sont inaudibles, la culture est inaudible ailleurs que dans l'Amérique que nous on aime. Et justement, par rapport à ça, Orwell a une observation que je trouve tout à fait intéressante et que celle-là, gardez-la en tête parce que vous pouvez à peu près la citer sous chaque intervention de sociologues, d'universitaires, d'éditeurs, d'intellectuels, de journalistes, etc. depuis une dizaine de jours. Orwell dit: il serait vain d'attribuer le recul actuel du socialisme à la stupidité ou aux motifs intéressés de certains. Pour battre en brèche la désaffection dont est victime le socialisme, donc le progressisme actuellement, il faut en comprendre les raisons, c'est-à-dire se mettre dans la peau de celui qui le refuse, ou à tout le moins, considérer son point de vue avec sympathie. Et ça, c'est vraiment un point que je trouve très intéressant, c'est effectivement pourquoi cette gauche qui
qui s'indigne du vote du peuple américain, alors en accusant plutôt les hommes, hein, c'est le retour du machisme, du patriarcat, mais enfin en gros s'indigne du vote des gens. D'ailleurs on se retourne aussi contre les femmes, puisqu'on a vu une sociologue ou une chercheuse quoi, sur la télé suisse, à la radio suisse, qui nous a expliqué qu'en fait les femmes, qui ont également été majoritaires à voter Trump, donc ça cassait un peu la grille de lecture, c'est les hommes qui nous ont volé nos libertés, bah tiens les femmes aussi. Bon, enfin cette dame nous a expliqué qu'en fait c'était les blanches qui avaient voté Trump parce qu'elles privilégiaient, je cite, leurs intérêts de race plutôt que leurs intérêts de genre. Donc en fait, les femmes peuvent pas faire un choix rationnel en fonction de données économiques, de données, je sais pas, de niveau de vie, du type de société dans lequel elles ont envie de vivre. Elles sont limitées soit à leur race, soit à leur genre dans cette lecture. Donc on voit que même les femmes n'échappent pas aujourd'hui à ce surplomb moral, à ce sentiment de supériorité de la classe intellectuelle. Et bah je trouve que Orwell décrit assez bien cette posture un peu plus tôt. Donc là on est au chapitre 8, déjà dans la deuxième partie du bouquin, où il écrit: j'ai connu des quantités de socialistes bourgeois, j'ai écouté jusqu'à plus soif leurs diatribes contre leur propre classe, mais jamais, pas une seule fois, j'en ai vu un qui se tienne à table comme un prolétaire. Et puis après il dit ben pourquoi, qu'est-ce qui les empêche, pourquoi un homme qui est persuadé que le prolétariat est détenteur de toutes les vertus, ses vertus utiles à manger sans faire de bruit de bouche. Et il ajoute, bah ça peut être que parce que au fond de lui-même il juge dégoûtantes les manières prolétariennes. Vous vous apercevez qu'il continue à vivre sur la lancée de la formation reçue dans sa jeunesse, sur la lancée de l'époque où on lui a appris tout à la fois à haïr, craindre et mépriser la classe ouvrière. Et d'ailleurs, Orwell observe à plusieurs reprises que les intellectuels de gauche de son époque se marient entre eux, se marient toujours à l'intérieur de leur classe sociale. Donc c'est une observation qui est tout à fait actuelle là encore, hein, parce que ce sentiment de supériorité, en clair, on n'est pas du peuple, mais comme on est de gauche, on peut le guider, on peut l'éduquer, on peut faire un effort de pédagogie, comme on nous dit après chaque votation où le peuple vote à droite. C'est une attitude qui n'a pas changé. Il y a un mot qui est intéressant aussi, c'est ce mot de sympathie. C'est que aujourd'hui, dans la critique du vote américain, il n'y a jamais cette idée de sympathie. On ne va pas sympathiser avec les aspirations du peuple. Le peuple ne peut être que logiquement dans l'erreur, dans l'irrationalité, etc. Et ça, certainement que ça empêche la gauche de comprendre ce qui se passe, et ça l'empêche de comprendre pourquoi les gens se détournent d'eux. Et ce que dit Orwell, c'est qu'en fait le peuple se détourne de la gauche de son époque pour des raisons qui sont liées déjà au type d'humain qu'on y trouve. Il parle de l'éprouvante et proprement inquiétante densité de maniaques en tout genre que l'on rencontre partout où des socialistes se trouvent ensemble. Et il ajoute, on a parfois l'impression que les simples mots de socialisme ou communisme ont en eux une vertu magnétique qui attire irrésistiblement tous les buveurs de jus de fruits. Alors ça c'est vraiment une insulte sur Orwell, buveurs de jus de fruits, nudistes, porteurs de sandales, obsédés sexuels, pacifistes, féministes, etc., etc. Puis il donne aussi l'exemple pour montrer le décalage complet entre les aspirations des gens qui prétendent vouloir aider le peuple sans jamais se confondre avec lui et les aspirations réelles du peuple. Il cite par exemple un peu plus loin un prospectus d'une université d'été d'un parti, certainement trotskiste, où il doit remplir une coche il doit remplir un truc pour dire s'il veut un régime normal ou végétarien. Et là Orwell dit mais ce genre de choses suffit à lui seul à faire fuir quantité de personnes convenables. Et il ajoute, donc aujourd'hui ça serait pas végétarien, ça serait vegan, mais ça procède de la même manière. Et il ajoute, et dans ce cas l'instinct de ces gens ne les trompe pas, car l'obsédé des régimes alimentaires est par définition quelqu'un qui veut se couper de la société humaine dans l'espoir de prolonger de 5 années l'existence de sa pitoyable carcasse. Orwell a une autre attitude qui lui est d'interroger ses propres présupposés de classe. Notamment, ça a été très reproché à Orwell d'avoir dit que les classes populaires sentaient. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il a été éduqué dans cette idée, comme si naturellement les ouvriers, les prolétaires étaient plus sales
que les autres. Et en fait, s'interroger là-dessus, c'est pas un délire spécifique à Orwell, même si, comme je vous disais, il y a ce vocabulaire de l'odorat qui revient très souvent, ce champ lexical de l'odorat qui revient très souvent dans son œuvre, mais s'interroger là-dessus, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait actuel, c'est-à-dire l'idée de la saleté qui serait inhérente aux classes populaires, c'est une idée qu'on trouve parfois chez les plus progressistes qui soient. Si vous prenez un film qui a fait marrer la France entière en 88, la France est un long fleuve tranquille, bah vous avez la permanence de ces stéréotypes, c'est-à-dire que vous avez, donc il y a un échange de gamins entre une famille prolétaire et une famille bourgeoise, vous avez les gamins qui ont été en gros pris, enfin éduqués par les prolos qui font du bateau en chantant 12 France, sont bien habillés, etc. Et de l'autre côté, vous avez les prolos qui eux se baignent dans une gouille dégueulasse, enfin en tout cas assez peu engageante, un endroit, enfin une mare boueuse où l'eau est stagnante, etc. Donc on voit qu'il y a des permanences dans ce jugement social, quoi, enfin dans ces clichés. Et la force d'Orwell, c'est de les interroger, d'interroger en lui-même ses propres représentations, et c'est ce qui fait qu'après, je crois, effectivement, il peut assez bien parler des aspirations du peuple. Et parmi les aspirations que le peuple ne partage pas, et ça je pense que c'est important, c'est ce que Orwell assimile au motif secret de bon nombre de socialistes, à savoir un sens hypertrophié de l'ordre. Et ça, en fait, on en a des exemples tout à fait actuels. Si vous prenez l'Assemblée législative de ma région, par exemple, on a une dame chez les Verts qui a demandé qu'on fasse plus de prévention par rapport aux livres que lisent les jeunes femmes, les livres de dark romance, où en gros, on a souvent un mafieux, un voyou dont une nana tombe amoureux, puis elle dit attention, c'est le retour du machisme. Enfin, on a des dames patronesses qui veulent protéger le peuple contre lui-même, lui dire ce qu'il a le droit de lire. Alors évidemment, il lui dit aussi ce qu'il a le droit de manger, ce qu'il a le droit, quel langage il a le droit d'employer, puisque dès que quelqu'un, je sais pas, emploie un terme malséant en disant il va se faire remettre à l'ordre par la patrouille, par les médias aussi, attention, vous avez vu le post Facebook que machin a fait. Bref, on a dans le camp progressiste un sens hypertrophié de l'ordre, exactement comme chez Orwell, exactement comme ce qu'il dénonce dans le Quai de Vigan. Et c'est ce qui lui fait dire d'ailleurs, pour beaucoup de ceux qui se réclament du socialisme, la révolution n'est pas un mouvement de masse auquel ils espèrent s'associer, mais un ensemble de réformes que nous, les gens intelligents, allons imposer aux basses classes. Donc voilà, ça c'est une disposition d'esprit, disons, qui n'a pas évolué avec le temps, et je pense que la gauche devrait vraiment relire, en tout cas la deuxième partie de ce bouquin. C'est un bouquin qui a été complètement invisibilisé, comme on dit aujourd'hui, parce que effectivement, Orwell, pour défendre le socialisme, argumentait contre son propre camp. Et parfois, j'ai le sentiment, même si je suis plutôt assimilé à une figure conservatrice, un peu inclassable, mais plutôt de droite, moi j'ai le sentiment parfois d'être dans la même, un peu sur la même ligne de crête, c'est-à-dire qu'on va analyser comme un discours de droite une volonté de mettre la gauche en garde contre des tendances qui sont fausses, notamment l'idée que croire que le peuple veut du progrès dont elle se sent solidaire. Et puis non, je crois effectivement que le peuple, enfin les gens normaux, le peuple, n'en a rien à foutre du véganisme, c'est comme ça, il faut l'accepter. Orwell le dit d'ailleurs quand il dit que pour la plupart des classes défavorisées, enfin des membres des classes défavorisées, le socialisme signifie justice et banal respect de soi. Donc vraiment le truc minimal. Il dit sa vision d'un avenir socialiste est une vision de la société actuelle débarrassée de ses abus les plus criants, mais s'organisant toujours autour des mêmes centres d'intérêt qu'aujourd'hui, la famille, le pub, le foot et la politique locale. Et Orwell conclut: quant à l'aspect philosophique du marxisme, avec sa mystérieuse trinité thèse, antithèse, synthèse, je n'ai jamais rencontré un ouvrier qui y porte la moindre parcelle d'intérêt. Bref, il y aurait encore énormément de choses à faire, à raconter avec ce bouquin. Moi, je peux faire une seule chose, c'est vous inciter à le lire. Et en fait, de manière générale, là, je vous fais cette vidéo. Alors j'ai quand même pris des notes, vous voyez, j'ai un peu des choses pour soutenir mon propos, mais c'est une vidéo que je vous fais simplement parce que j'ai consacré hier soir 2h30 à l'étude. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder une connerie, au lieu de regarder Netflix, au lieu de faire un truc comme ça, je me suis dit, mais tiens, Orwell, en fait, je parle de déconnexion depuis une semaine, mais il a écrit là-dessus. Et je me suis souvenu que j'avais lu Le Quai de Vigan
Je l'avais lu d'abord dans cette édition chez Ivrea, donc c'est l'édition pas chère, enfin c'est les éditions dans lesquelles je prends mes notes quoi. Hein. Et puis après dans l'édition de la Pléiade. Il y a aussi un autre bouquin d'Orwell, si vous n'aimez pas les traités, si vous n'aimez pas les enquêtes, vous n'aimez pas les pamphlets, disons, il y a un autre bouquin que je peux vous conseiller chez Orwell. Alors malheureusement il n'est pas dans l'édition de la Pléiade. Mais c'est ce bouquin qui s'appelle, hop là, j'ai juste pas flingué mon bouquin. C'est un peu d'air frais, c'est un roman sur le village de jeunesse du héros, enfin une sorte d'anti-héros, de bonhomme qui ne fait pas rêver, mais qui est complètement ravalé par le progrès, par le capitalisme, les deux marchant main dans la main pour déstructurer tout ce qui a fait le charme et le romantisme dans du monde dans lequel il a grandi. C'est vraiment un très très beau roman. En fait, je crois que c'est mon roman préféré. Avec cette phrase extraordinaire où Orwell dit j'ai la nostalgie de mon enfance, pas de mon enfance propre, mais de la civilisation qui m'a vu grandir et qui touche, ce me semble, à sa fin. Voilà, lisez ce bouquin-là, et puis lisez en général parce que c'est pas difficile en fait d'avoir des idées un peu plus construites, d'avoir une assise philosophique. Moi, si j'ai un seul combat, il est pas politique, il est pas pour Trump, contre Trump, j'en ai rien à foutre. Moi, dans le fond, moi j'observe, j'essaie d'analyser, j'essaie de comprendre, et je me base sur une littérature qui effectivement est souvent une littérature un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, un peu prolétarienne, de gauche ou de droite. Et puis, bah voilà, je partage avec vous le fruit de ces réflexions. J'espère que ça vous intéresse. Mais enfin, l'important, c'est aussi de vous donner ce goût de la lecture. Prenez un whisky, prenez une absinthe, comme je vous ai dit. Mettez-vous vers un siège de lecture. Profitez de ça. C'est ça qui fera, je trouve, ben voilà, c'est ça qui fera la beauté d'une soirée, c'est que vous l'avez pas consacré à regarder des conneries, des gens qui se mettent des claques, par exemple dans le Power Slap, ces trucs que j'avais chroniqué il y a quelques mois sur cette vidéo. Mais installez-vous un siège de lecture, je vais vous montrer le mien. Voilà, installez-vous ça, et puis voilà, là vous serez bien. Voilà, vous vous mettez comme ça le soir, les jambes en avant, un whisky. Et vous verrez, la vie est pas plus malheureuse qu'en regardant des conneries sur internet, des vidéos qui vous servent à rien ou des influenceurs qui n'ont rien lu. Voilà, bon, j'arrête là pour mon petit plaidoyer, mais enfin ça vient du cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi, chers amis, chers camarades, et puis je vous embrasse aujourd'hui. Allez, je vous embrasse, à bientôt, ciao.